de ce livre à la suite des 6 autres ouvrages que j'ai déjà écrits. J'en ai écrit sur la faim dans le monde, sur les semences, sur les excès de la finance, sur la croissance et la décroissance, sur la pollution du numérique et l'intelligence artificielle. Et à chaque fois, on voit qu'on sait ce qu'il faut faire comme mesure pour vraiment changer les choses, sauf que quand les lois, elles sont intéressantes et qu'elles pourraient changer profondément les structures de la société, les lois sont souvent vidées de leur contenu. Un des meilleurs exemples que j'ai exploré dans l'ouvrage Les excès de la finance ou l'art de la prédation légalisée, c'est le fait que la loi sur la séparation bancaire avait été totalement vidée de son contenu, alors qu'elle aurait eu un impact très important sur l'économie et plus largement après aussi sur les êtres humains et tout le vivant autour de nous. Donc l'idée de cet ouvrage est vraiment venue de là. On voit souvent l'État comme une solution pour contrer le capitalisme. Pour certains, il faut plus d'État, plus de planification écologique pour protéger le vivant et être solidaire, que les êtres humains soient solidaires entre eux, alors qu'on voit que peut-être l'État fait partie du problème. On voit bien qu'au cours des siècles, l'État et le capitalisme se sont aidés l'un l'autre, et même c'est l'État qui a façonné les marchés tels qu'ils le sont aujourd'hui. Et donc dans cet ouvrage, on explore cette voie-là et on explore beaucoup de collectifs qui essaient de faire du commun sans forcément passer par l'État. Et ce qui est intéressant, c'est que parmi les personnes engagées, parmi les personnes qui ont compris qu'il fallait que les choses changent, qu'il fallait moins consommer, qu'il fallait changer de modèle agricole, parmi toutes ces personnes-là, le rapport à l'État, sur tous ces points-là, les personnes sont d'accord, mais le rapport à l'État, souvent, il peut diverger. Certains peuvent vouloir avoir plus d'État, alors qu'au contraire, d'autres disent qu'il faut s'organiser autrement. Par contre, ça ne veut pas du tout dire, et ça c'est un point essentiel, je l'aborde à plusieurs reprises dans cet ouvrage, ça ne veut pas du tout partir vers l'anarcho-capitalisme ou les libertariens, bien au contraire, passer moins par l'État, ça veut dire s'organiser de façon autonome, mais avec des gestes moins marchandisés et pas avec plus de capitalisme. Je l'aborde avec beaucoup plus de détails dans l'ouvrage. Oui, c'est possible, et même peut-être que ça va être la solution même pour prendre soin du vivant, de s'organiser au sein des territoires de façon solidaire et autonome pour prendre soin du vivant. Cette enquête, cet ouvrage, c'est le résultat de 3 ans de travail, de plus d'une centaine de personnes interrogées, où j'explore justement toutes les façons de prendre soin du vivant sans forcément passer par l'État. Dans toute la première partie de l'ouvrage, on va plutôt dans les collectifs qui sont basés sur les lieux de vie, comme les habitats partagés, les oasis, les ZAD. Je suis allée par exemple à l'ex-ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Je suis aussi à la rencontre d'habitats partagés en Bretagne, la Bicotière, le village du Bel-Air. Je suis allée aux Lentillères à Dijon. Je me suis rendue aussi à Longomaille dans le sud de la France, à des coopératives qui existent depuis longtemps, qui fonctionnent bien, où justement on s'organise, on a des systèmes de solidarité entre les habitants, où souvent on prend soin aussi du vivant, et ça fonctionne. Et pour certains collectifs, ça fonctionne depuis longtemps. Et donc là, on voit bien qu'on arrive à être autonome et solidaire. Alors ce sont des collectifs qui ne font pas forcément sans l'État complètement. C'est d'ailleurs le titre de l'ouvrage, c'est s'organiser sans l'autorité de l'État. Ça ne veut pas dire sans l'État. Et ce sont plein de collectifs qui essayent d'organiser leur quotidien, d'être plus autonomes, et qui recherchent l'autonomie à partir des gestes du quotidien, tels que se nourrir, se loger. Souvent, ils vont créer leur habitat, etc. Et ils ne sont pas du tout autarciques. Il y a énormément de liens avec l'extérieur. C'est ce que j'explore dans tout cet ouvrage. Donc ça, c'est la première partie de l'ouvrage. La deuxième partie de l'ouvrage, je suis allée jusqu'au Mexique, dans la région du Chiapas, rencontrer les zapatistes qui organisent leur autonomie depuis plus de 20 ans. C'est intéressant parce que l'échelle est plus importante, qu'en plus ils le font depuis 20 ans. Le soulèvement a lieu à 30 ans, mais l'autonomie est organisée depuis une vingtaine d'années. Et là, c'est intéressant parce que malgré énormément d'entraves, on voit qu'ils y arrivent très bien. Au niveau alimentaire, dans beaucoup d'endroits, ils sont en grande partie autonomes, ils ont leur propre justice, leur propre système éducatif. Donc on voit qu'il y a énormément ils vont loin dans
dans l'apprentissage de l'autonomie. Et c'est vrai que c'était très intéressant de se rendre là-bas parce que du coup, on a du recul et c'est à une échelle aussi quand même assez importante. Donc ça, c'est à peu près un tiers de l'ouvrage. Et la dernière partie de l'ouvrage est plus sur des collectifs qui vont s'organiser beaucoup. Alors c'est souvent lié à l'alimentation, parce que c'est vrai que c'est assez central dans cet ouvrage, puis organiser son autonomie alimentaire, c'est central. Mais ça va être plutôt des collectifs là qui vont pas forcément être basés sur le lieu de vie. Donc dans la dernière partie de l'ouvrage, on explore des collectifs comme la Chambre d'agriculture alternative du Pays Basque, la Sécurité sociale de l'alimentation à Dieu-le-Fille. Je suis allée aussi à la rencontre de l'atelier paysan à côté de Grenoble. Donc plein de structures comme ça qui organisent aussi leur autonomie à partir de territoires. Après, je suis allée aussi à la rencontre d'énormément de communes, parce que la commune est souvent une échelle intéressante pour s'organiser aussi ensemble. Donc, je suis allée rencontrer Poitiers, Los-en-Goël, Saillant dans la Drôme, donc des collectifs différents. Donc ça, c'était aussi très intéressant. Et la toute dernière partie de l'ouvrage, là, on essaye de voir comment on va s'organiser un peu à plus grande échelle, ou comment on peut faire société, pas faire seulement communauté, mais faire société. Et bien sûr, là, j'ai interrogé beaucoup de chercheurs, et j'essaye de faire des liens avec l'histoire. Donc il y a toute une partie aussi sur l'anarchisme, de voir que tous ces collectifs dont je viens de parler peuvent avoir des liens avec cette histoire liée à l'anarchisme, où il y a beaucoup d'idées reçues sur l'anarchisme, parce que c'est un peu les grands perdants du capitalisme et du communisme. Et on voit que du coup, il y a plein d'anarchistes de la fin du 19e siècle qui sont très très contemporains. Et je pense que c'est intéressant de replacer toutes ces initiatives que je présente dans l'ouvrage avec un lien historique, mais aussi du coup un lien, je trouve que de les replacer ensemble aujourd'hui géographiquement, en fait, dans plein d'endroits différents, toutes ces initiatives, même si elles sont différentes, il y a des liens, et on les place aussi au cours de l'histoire, et un lien avec l'anarchie, même si certains ne se revendiquent pas de cette lignée-là, mais on peut voir des liens, et ça, je trouve ça très intéressant. Donc pour répondre à la question, oui, c'est tout à fait possible de prendre soin du vivant sans l'État, c'est même souhaitable, et c'est peut-être même comme ça. Souvent on a peur que face aux problématiques écologiques, on va avoir moins de démocratie. Moi je pense que justement c'est l'inverse, et encore plus après avoir écrit cet ouvrage, que le fait de prendre soin du vivant, ça va peut-être justement nous obliger à mettre vraiment en place enfin une démocratie pour prendre soin du vivant, qu'on prenne les décisions ensemble au sein d'un territoire et selon ce que offrent les possibilités d'un territoire. Oui, ce qui est intéressant à partir de ces 3 ans d'enquête et d'avoir interrogé autant de personnes, c'est que même s'il y a pas, c'est pas un manuel d'action, hein, cet ouvrage. Je dis pas ce qu'il faut faire exactement demain. Ça serait d'ailleurs très prétentieux de dire que oui, on a la solution pour s'organiser ensemble, sans l'État, de façon autonome et solidaire. Ça explore des pistes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, c'est à chaque collectif d'organiser ses propres règles. Donc on va pas. C'est pour ça que les moyens sont aussi importants que la finalité. Donc c'est chaque collectif qui va créer ses propres règles, mais à force d'en avoir rencontré pas mal, il y a quand même des points communs et des difficultés ou même des ressemblances dans la mise en place de ces collectifs. Alors parmi les points communs, et un point commun qui est très important que j'ai retrouvé dans tous les collectifs où je suis allée, c'est qu'ils ont complètement changé leur rapport à l'argent. Les gestes du quotidien sont moins marchandisés, et il y a par exemple des gens qui donnent plus d'argent que d'autres. On sent qu'il y a un lâcher-prise très important sur l'argent, et que toutes ces personnes, c'est plus important de transmettre une planète en bonne santé pour les enfants que plutôt de transmettre un patrimoine financier. Donc ça, c'est vraiment ressorti. Et d'ailleurs, on peut penser comme ça que dans ces collectifs, les conflits viennent de l'argent, et pas du tout. C'est souvent des conflits plutôt amicaux ou amoureux qui sont à l'origine des conflits dans les collectifs que j'ai rencontrés. Dans les autres points, c'est sûr que les temps de prise de décision, vu que c'est en collectif, sont souvent plus lents quand même
quand on va prendre une décision, souvent c'est pas fait au vote, hein, c'est fait au consentement, etc. Mais par contre, comme c'est beaucoup plus admis par tout le monde, la mise en place va être beaucoup plus rapide. Mais le temps de décision est plus long. Bien sûr, ce qui est beaucoup revenu, ça aussi, parmi tous les collectifs, c'est la place de l'horizontalité et de la verticalité, parce qu'à chaque fois, il y a quand même une volonté de prendre les décisions de façon beaucoup plus horizontale, mais il y a quand même des personnes, on va dire, clés, des personnes qui donnent l'impulsion. Donc il y a toujours un équilibre très fin à trouver entre ne pas casser ces énergies des personnes qui donnent l'impulsion et en même temps que tout le monde ait sa place et que les décisions soient prises collectivement. Donc le curseur n'était pas mis de la même façon dans tous les collectifs que j'ai interrogés. Et d'ailleurs, beaucoup utilisent, donc ça je rentre beaucoup plus dans les détails dans l'ouvrage, utilisent beaucoup les outils d'éducation populaire, de communication non violente. Alors ça a été mis en avant par certains, mais d'autres disent attention, il faut faire attention de ne pas non plus trop normer les relations humaines avec des outils, et rien ne remplace un vrai travail intérieur où on va vraiment faire attention à l'autre et être bienveillant, quoi. Donc, ce qui est revenu aussi, c'est de vouloir, ça va un peu avec la prise de décision, mais c'est de vouloir aller trop vite et donc courir vers l'efficacité, la massification, qui sont des travers de notre société actuelle, et que dans les initiatives, on veut faire différemment quand on court vers l'efficacité et la massification en se disant il y a une urgence écologique, et ben en fait on court un peu à la catastrophe parce qu'on va reproduire les mêmes travers que notre société. La plupart à part les Lentillères à Dijon, mais pratiquement et la ville de Poitiers, qui sont des villes, mais dans la plupart des collectifs, ça c'est quand même dans des lieux ruraux, hein, parce qu'il faut avoir de la place, il faut avoir des terres, donc l'accès à la terre et les difficultés d'accès à la terre, c'est aussi un point central dans cette enquête, hein. Et d'ailleurs, à peu près toutes les initiatives et tous les collectifs que j'ai rencontrés, la fait de cultiver la terre, et de cultiver la terre autrement en prenant soin du vivant, c'est central en fait. Se nourrir, c'est vrai que ça revient très souvent pour, on va dire, construire son autonomie. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'ouvrage s'appelle Autonome et solidaire pour le vivant. Et c'est vrai que c'est à partir des gestes du quotidien, tels que se nourrir, se loger, qu'on va construire son autonomie, mais on va le faire de façon solidaire, en faisant attention aux êtres vivants qui nous entourent, que ce soit les humains ou la biodiversité, la faune et la flore. Ça, c'est un point important. Peut-être dans les deux derniers points, ça va être dans l'ouvrage, après, il y a bien sûr une question d'échelle. Plus les collectifs sont importants, plus il faut faire attention et avoir plus, on va dire, d'outils, ou en tout cas, il y a la taille qui reste très important. Mais quand même, dans l'ouvrage, j'explore la possibilité de le faire à des échelles plus importantes, mais surtout comment on pourrait organiser en partant de notre société très étatisée d'aujourd'hui. On ne va pas partir d'une société totalement étatisée comme aujourd'hui à plus d'état du tout. C'est pas du tout ça qu'on dit dans l'ouvrage, même si dans la conclusion, c'est quand même que l'État fait partie du problème, mais on ne va pas partir d'un État tout complètement centralisé à plus d'État du tout. J'explore les phases de bifurcation, comment on pourrait s'organiser. Et dans l'ouvrage, tout le monde est à peu près d'accord pour dire qu'il faut inverser la pyramide, c'est-à-dire qu'il faut partir des communes et des territoires pour remonter. Et certains disent qu'il ne faut plus le haut de la pyramide du tout, donc il ne faut plus l'État, la dernière étape. Et au contraire, certains disent qu'il faut la laisser, donc ça, tout le monde n'est pas d'accord sur ce dernier point. Voilà, il y a plein de pistes pour comment on pourrait essayer de vraiment s'organiser en faisant société, en organisant une démocratie, on va dire, directe, ou une véritable démocratie. Donc vous voyez, il y a beaucoup de points communs entre ces différents collectifs, même si chaque collectif a ses règles et ses modes de fonctionnement. Il n'y a pas une seule façon de fonctionner.